s'amuse de Denis Lindon. Les préparatifs de la guerre, deuxième partie. Vous vous souvenez que nous avons quitté Nestor alors qu'il rédigeait une lettre codée pour avertir Ulysse de la requête d'Agamemnon. Voici la suite. Cette lettre, écrite sur une tablette de cire et qu'Ulysse reçut le lendemain matin, était rédigée ainsi. À l'appel que va t'adresser Agamemnon, tu répondras, j'en suis sûr, avec enthousiasme. Ne prête surtout pas une oreille complaisante à la voix de la prudence et de l'égoïsme. En te faisant passer pour malade ou pour fou, des jaloux veulent te nuire et s'assurer que tu ne participeras pas à cette guerre. Tu sauras, j'en suis sûr, déjouer leur complot. PS. Pardonne la brièveté de cette lettre, mais connaissant la rapidité de ton esprit, j'aurais pu me contenter de n'en écrire que la moitié, et tu m'aurais encore compris. En lisant cette lettre bizarre, Ulysse comprit tout de suite qu'elle devait contenir quelque message secret. Que peut bien vouloir dire Nestor lorsqu'il parle de la moitié de cette lettre, se demanda-t-il. Il essaya de lire seulement les 4 premières lignes, puis seulement les 4 dernières, mais ça ne donnait rien d'intéressant. Il eut alors l'idée de ne lire qu'une ligne sur 2, et le texte devint clair. À l'appel que va t'adresser Agamemnon, ne prête surtout pas une oreille complaisante. En te faisant passer pour malade ou pour fou, tu ne participeras pas à cette guerre. Ulysse, à qui Agamemnon avait fait annoncer sa visite pour l'après-midi même, comprit aussitôt de quoi il retournait. Et comme le lui conseillait Nestor, il décida de simuler la folie pour ne pas avoir à suivre Agamemnon. Lorsque celui-ci débarqua sur l'île d'Ithaque, la première personne qu'il vit fut Ulysse, tout nu, le regard fixe, l'expression égarée, en train de labourer avec sa charrue le sable de la plage et d'y semer du sel, tout en prononçant des mots sans suite. Ces 100 saucissons chauds et ces 6 choux-ci sont séchés sous châssis. Le chouchou de Sacha fait des chichis dans sa chéchia. Dina, dina, dit-on, du dos dodu d'un dindon. Agamemnon pensa d'abord que le pauvre Ulysse était devenu complètement fou, et s'apprêtait déjà à renoncer à sa démarche, lorsque l'idée lui vint qu'il s'agissait peut-être d'une de ces ruses dont l'esprit d'Ulysse était fertile. « Voyons s'il est aussi fou qu'il en a l'air, pensa-t-il, et s'adressant à Ulysse. « Bonjour ami, lui dit-il, ne me reconnus-tu pas? Je suis Agamemnon, et voici Ménélas, Diogène, Ajax et quelques autres amis. Nous sommes venus te parler d'une affaire importante. » Ulysse, imperturbable, continuait de tracer son sillon comme s'il n'entendait et ne voyait rien. Agamemnon ne savait plus que faire. Mais l'un des rois qui l'accompagnait, un certain Palamède, qui se croyait aussi intelligent qu'Ulysse et qui depuis longtemps cherchait une occasion de le prouver, a alors une idée brillante. Courant au palais d'Ulysse, il arrache le petit Télémaque des bras de sa mère et, revenant à la plage, pose l'enfant par terre, juste devant la charrue que dirige Ulysse. Celui-ci, se voyant sur le point d'écraser son fils, s'arrête brusquement et, oubliant sa comédie, s'exclame. « Que fais-tu, Palamède? Tu es fou ou quoi ?»« Je ne suis pas fou, lui répond Palamède, et je vois maintenant que tu ne l'es pas plus que moi. » Pour une fois, le trompeur était trompé. Voyant sa ruse déjouée, Ulysse n'a plus d'argument à opposer à la demande que venait lui faire Agamemnon. Il est forcé, à son tour, d'accepter de participer à la guerre contre Troie. Cependant, Agamemnon demandait à Ménélas. « Quel est le suivant sur la liste ?»« C'est Achille, le roi des Myrmidons, lui répondit son frère. À ce nom, le silence se fit parmi la petite troupe qui entourait les rois. Chacun était conscient de l'importance capitale de la présence d'Achille dans l'expédition, car tout le monde savait qu'il était sans conteste le meilleur guerrier de toute la Grèce. Achille était un demi-dieu. Il avait en effet pour mère la déesse Thétis, celle-là même dont le mariage avec Pelée sur l'Olympe
avait donné lieu à l'incident de la Paume d'Or. Quand appelé son père, il descendait lui-même par son grand-père paternel de Jupiter. Achille avait donc en réalité dans ses veines 62% et demi de sang divin, et pour cette raison, on l'appelait le divin Achille. Il était en outre cousin germain du grand Ajax, car le père d'Achille, Pelée, était frère du père d'Ajax, Télamon. Lorsqu'Achille était né, sa mère avait consulté un oracle pour connaître l'avenir de son fils. L'oracle lui avait répondu : « La destinée de ton fils n'est pas encore tracée. Sa vie sera soit glorieuse, mais courte, soit longue, mais obscure. » Comme l'aurait fait n'importe quelle mère à sa place, Thétis opta aussitôt pour la seconde solution, et pour protéger son fils contre les dangers de la guerre qui lui paraissaient les plus redoutables, elle alla plonger Achille dans les eaux du fleuve Styx, qui avait la propriété de rendre invulnérables aux blessures toutes les parties du corps qui y avaient été immergées. Pour procéder à cette opération, elle saisit le bébé par le talon droit et le laissa tremper quelques instants, la tête en bas, dans les eaux magiques du fleuve. Ayant échappé de justesse à la noyade, puis à la pneumonie provoquée par ce bain glacé, Achille se trouva désormais protégé définitivement contre toute espèce de blessure, sauf toutefois à son talon droit qui n'avait pas été mouillé. Pour réparer ce petit oubli, Thétis habitua son fils dès son plus jeune âge à toujours porter au pied droit une talonnière de bronze. Grâce à un régime alimentaire original à base de côtelettes de loup, de rôtis de lion, de cervelles de tigre et de moelle d'ours, Thétis réussit à faire d'Achille un formidable guerrier, célèbre par son courage, son adresse au maniement des armes et son extraordinaire vitesse à la course, qui lui avait valu le surnom d'Achille au pied léger. Pour couronner le tout, il était beau comme un dieu. Malgré les multiples précautions qu'elle avait prises pour protéger son fils contre les hasards de la vie, Thétis était toujours inquiète pour lui. Aussi, lorsqu'elle apprit par hasard en prenant un verre de nectar avec Minerve au bar de l'Olympe qu'Agamemnon s'apprêtait à recruter Achille pour son expédition, elle se précipita chez son fils et le supplia de ne pas accepter. « Cette guerre sera longue et meurtrière, lui dit-elle, et j'ai le pressentiment qu'elle te serait fatale. » Pour faire plaisir à sa mère, Achille se laissa persuader de quitter son royaume et d'aller se réfugier chez l'un de ses voisins, le roi Lycomède, celui-là même qui naguère avait poussé Thésée du haut d'une falaise. Lycomède fit bon accueil à Achille. S'étant informé de l'objet de sa visite, il lui conseilla, pour échapper à la conscription, de se déguiser en femme et d'aller se cacher dans un pensionnat de jeunes filles où personne, lui dit-il, ne pourrait le reconnaître parmi les 200 pensionnaires qui s'y trouvaient. Lorsqu'Agamemnon, accompagné de Ménélas, Diomède, Ajax et Ulysse, se présenta au palais d'Achille, le héros n'y était plus. Grâce à certaines indiscrétions de ses serviteurs, Agamemnon crut comprendre qu'Achille s'était réfugié chez Lycomède et s'y rendit aussitôt. Lycomède montra à cette occasion le fond de sa nature. Lorsqu'il avait assassiné Thésée, on avait pensé que ses motifs étaient purement politiques. En réalité, Lycomède était essentiellement un envieux. Il trahissait ses amis pour le plaisir. Sans hésiter, il révéla à Agamemnon la cachette d'Achille. Mais Agamemnon n'en fut pas plus avancé, car comment reconnaître Achille parmi 200 jeunes filles effarouchées qui se ressemblaient toutes sous leur voile et leur longue tunique? Avec sa brutalité coutumière et son langage grossier, Diomède proposa « Qu'on les mette à poil et on verra bien laquelle est Achille !» Mais au nom de la pudeur, la mère supérieure du pensionnat s'opposa à cette suggestion. C'est Ulysse qui trouva le moyen d'identifier Achille. Déguisé en marchand, il se présente à la mère supérieure et lui demande la permission d'offrir à ses pensionnaires les articles qu'il transporte. On fait venir ces demoiselles. Sur une longue table, Ulysse étale des douzaines de foulards, de dentelles, de broches, de bagues, de bracelets et de flacons de parfum. Au milieu de ces articles de mode féminine, il a placé comme par mégarde une superbe épée et 2 poignards ciselés. Toutes les jeunes filles se précipitent sur les colifichets et se disputent pour en avoir leur part. Toutes, sauf une qui ne s'intéresse qu'à l'épée et au poignard, les soupèse et en apprécie le tranchant.
Ulysse n'a plus qu'à lui arracher son en disant à Agamemnon: Voici ton homme. Achille, confondu, ne peut se dérober à la demande d'Agamemnon. Sa mère, Thétis, voyant que rien n'empêchera désormais Achille de participer à la guerre, se fait un devoir de lui offrir les armes les plus somptueuses et les plus redoutables. Elle fait forger par Vulcain lui-même, dieu de l'industrie, un casque, une cuirasse et un bouclier d'airain d'un éclat si flamboyant que lorsque le soleil se reflète sur eux, l'œil peut à peine en supporter la vue. Une lance de frêne si lourde que peu de guerriers sont capables de la manier. Enfin, une longue épée de bronze à double tranchant et à la poignée ornée de 100 pierres précieuses. Ainsi équipé, Achille se sent invincible. Dès lors que Diomède, Ajax, Ulysse et Achille avaient donné leur accord, le recrutement des autres rois de Grèce ne fut plus pour Agamemnon qu'une simple formalité. 15 jours plus tard, ils étaient tous rassemblés avec leurs troupes dans le port d'Aulis, prêts à embarquer pour la plus fameuse expédition de l'Antiquité, la guerre de Troie. Mais déjà? Mais que va-t-il donc se passer ensuite? Auriez-vous une petite idée?